La monnaie fiduciaire au Moyen Âge. Au Moyen Âge, la monnaie est dite réelle, c'est-à-dire que la valeur de chaque pièce vient du pourcentage de métal précieux qu'elle comporte. Tout en haut de la hiérarchie, bien sûr, l'or, métal rare dans l'Europe médiévale, suivi de près par l'argent. D'où, évidemment, le mot même d'argent pour désigner la monnaie. Car pendant des siècles, c'était la même chose. La valeur d'une monnaie se mesure alors à son poids et à son aloi, autrement dit à son alliage. Plus elle est pure, plus elle vaut. Les monnaies sont sonnantes et trébuchantes. Il faut les voir, les toucher, les peser, avec le fameux trébuchet. Mordre dedans pour vérifier qu'elles sont authentiques. À la fin du XIIIe siècle, un certain Marco Polo, célèbre marchand vénitien, décrit la fabrication de papier-monnaie par l'empereur de Chine. Il s'agit en effet d'une technique alors inconnue en Occident, et qui, de fait, restera inconnue pendant encore plusieurs siècles. Les Européens n'ont pas encore assez confiance dans ces monnaies virtuelles. La monnaie du Grand Khan n'est ni d'or, ni d'argent, ni d'autres métal. On se sert pour la faire de l'écorce intérieure, le libère, de l'arbre que l'on appelle mûrier, qui est celui dont les feuilles sont mangées par les vers qui font la soie. Cette écorce, fine comme papier, étant retirée, on la taille en morceaux de diverses grandeurs, sur lesquels on met la marque du prince, et qui ont diverses valeurs, depuis la plus petite somme jusqu'à celle qui correspond à la plus grosse pièce d'or. L'empereur fait battre cette monnaie dans la ville de Cambalu, d'où elle se répand dans tout l'empire, et il est défendu, sous peine de la vie, d'en faire ou d'en exposer d'autres dans le commerce, par tous les royaumes et terres de son obéissance, et même de refuser celle-là. Il n'est pas permis non plus, à personne venant d'un autre royaume, qui n'est pas sujet au Grand Khan, d'apporter d'autres monnaies dans l'empire du Grand Khan. D'où il arrive que les marchands qui viennent souvent des pays éloignés à la ville de Cambalu apportent de l'or, de l'argent, des perles et des pierres précieuses, qu'ils troquent contre cette monnaie impériale. Mais parce qu'elle n'a point cours en leur pays, quand ils veulent s'en retourner, ils achètent des marchandises qu'ils emportent en leur pays. Le roi commande quelquefois à ceux qui restent à Cambalu qu'ils aient à porter leur or, leur argent et leurs pierres précieuses sans retardement entre les mains de ses officiers, et en recevoir la juste valeur en la monnaie susdite. De là, il arrive que les marchands et les habitants n'y perdent rien, et que par ce moyen, le roi tire tout l'or de ce fait de grands trésors. L'empereur paie aussi en cette monnaie ses officiers et ses troupes, et enfin, il en paie tout ce qu'il a besoin pour l'entretien de sa maison et de sa cour. De sorte qu'il a fait d'une chose de rien beaucoup d'argent, et qu'on peut faire aussi beaucoup d'or et d'argent avec cette misérable monnaie. Ce qui fait qu'il n'y a point de roi au monde plus riche que le Grand Khan, car il amasse les trésors immenses d'or et d'argent sans dépenser rien pour cela. Cette monnaie virtuelle doit donc être imposée par la force, et ce même en Occident, pourtant si attaché à la valeur réelle des monnaies. En 864, Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, lance en effet une grande réforme monétaire. Le dernier d'argent pèsera désormais un peu moins, mais vaudra autant qu'avant. Cela revient à virtualiser quelque peu la monnaie, à dire aux gens « faites comme si cette pièce plus légère valait autant que la pièce plus lourde ». Et oui, même les monnaies réelles du Moyen-Âge sont en réalité déjà un peu virtuelles. Et comme le Grand Khan, Charles doit recourir à la force pour imposer cette réforme. L'homme qui rejette les deniers purs et de bon poids doit être dénoncé au serviteur de l'État et il sera puni.